Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Ces dernières années, la pratique du vélo a connu un véritable boom en région bruxelloise. Il s'est imposé sur les routes et on lui a fait de plus en plus de place. Et elle revient de loin, la petite reine. Ses adeptes ont dû se battre pour l'imposer. On va revenir ce soir avec nos invités sur l'histoire de ce mouvement cycliste et sur cette petite révolution qu'il connaît aujourd'hui, qui a également des effets pervers. Voilà, j'accueille mes invités sur ce plateau. Je vais vous les présenter directement, en commençant par vous, Bernard Dehaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'honneur de la SBL Avélo. Avélo, c'est le nouveau nom du GRAC, donc, qui est l'association qui défend les cyclistes au quotidien. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Sophie Walskap. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attachée à politique cycliste à Bruxelles Mobilité. Un mot avec vous, Bernard Dehaye, sur l'histoire de ce mouvement cycliste. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que cette histoire est récente. Or, pas du tout. Vous êtes plongé dans vos archives et vous remontez à 1950 où il y a des milliers de cyclistes qui débarquent à Bruxelles pour demander une politique cycliste digne de ce nom. Absolument. En 50, en 55, dans toutes ces années-là, les cyclistes ont réagi parce qu'en fait, de plus en plus, on supprimait les pistes cyclables. Les cyclistes ne trouvaient plus leur place. On a misé très fort sur l'automobile après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était fait, évidemment, à chasser les cyclistes en dehors des grands axes, en dehors de beaucoup de possibilités de circuler en sécurité. Et donc, naturellement, les cyclistes se sont un petit peu révoltés, ont manifesté. Et la manifestation la plus marquante, c'est celle, effectivement, du 24 mai, ou 25 mai 1975, où 2500 cyclistes ont manifesté dans Bruxelles entre la place du jeu de balle et la place Rogier. Oui, parce qu'à cette époque, on supprime la majorité des pistes cyclables à partir de cette époque-là. Et puis, il y a vraiment une revendication des cyclistes à l'époque. Et quand on lit ces revendications, on a l'impression que ce sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, en fait. Absolument. Ça n'a pas beaucoup évolué. Ça veut dire que les pionniers avaient vu juste dès le départ. Parce qu'ils se sont bien sûr informés à l'étranger, ils ont été observés, ils sont tenus au courant, alors que les ingénieurs bruxellois ou belges n'avaient plus été formés au vélo, ils étaient formés à la voiture exclusivement, puisque tout le monde allait rouler en voiture. On n'a plus investi dans ce domaine-là, et il a fallu des décennies pour réapprendre aux ingénieurs bruxellois et belges à faire des aménagements cyclables. Oui, alors vous, Sophie, ça fait 18 ans donc, que vous travaillez à Bruxelles Mobilité, et 10 ans que vous consacrez votre emploi du temps à la politique cycliste. Est-ce que, je parlais de petite révolution ces dernières années, est-ce que vous avez vraiment cette impression-là, vous aussi ? En effet, mais je pense que pas des 10 dernières années, mais je pense qu'en effet, les 10 dernières années, on a fait vraiment un pas en arrière. Un pas en avant, vous voulez dire ? Oui, pardon, excusez-moi. Un pas en avant, oui, on a fait vraiment un pas en avant. Et c'est vrai que par rapport à il y a 10 ou 15 ans, ça a fondamentalement changé. Je pense que Bernard peut dire ça, qu'il y a une époque où tous les cyclistes bruxellois se croisaient au feu et qu'ils se connaissaient, ils se disaient bonjour. Si maintenant je dois consacrer ma matinée à dire bonjour à tout le monde, je n'arriverai même plus au bureau. Et ça, c'est vraiment... Voilà, le nombre de cyclistes qu'on voit sur les rues montre vraiment qu'on a fait des efforts et voilà, qu'on est sur la bonne voie. Oui, alors vous avez l'impression, vous, que c'est vraiment la période du Covid qui a été un élément déclencheur ou c'est pas le seul élément ? C'est pas le seul élément. Je pense qu'on a eu malheureusement les attentats qui ont fait aussi un boost par rapport au vélo. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est que dans nos comptages, on voit systématiquement depuis 2019 que ça augmente. Mais quand on a des pics comme ça, on garde les gens sur le vélo. Et ça, je pense que c'est un bon signe. Ceux qui ont testé le vélo l'ont vraiment adopté et continuent sur le vélo. Et donc, il y a eu malheureusement les attentats, il y a eu le Covid, il y a les pistes cyclables sur la petite ceinture. C'est vraiment des éléments clés et des momentum qu'on prend pour dire, voilà, maintenant, on cadasse la politique cyclable et on fait un pas en avant. Oui, alors justement, quand on se penche sur l'histoire de la politique cycliste en Belgique et a fortiori en région bruxelloise, on voit par exemple que c'est le ministre national, Jos Chabert, à l'époque, qu'on connaît bien puisqu'il a été pendant de nombreuses années ministre bruxellois. C'est lui qui, à un moment donné, décide de supprimer les sens uniques limités qui existaient déjà dans les années 70. Absolument, c'est en 77, et ça va prendre 13 ans de combats acharnés
pour récupérer dans le code de la route cette facilité pour les cyclistes de remonter les sens uniques à contresens. Oui, et donc, c'était quoi à ce moment-là? C'était vraiment encore dans ces années 70, alors qu'il y a quand même eu le choc pétrolier. C'est quand même la voiture qui reste maître du jeu, on va dire. Absolument. Je pense que la voiture, dans les années 50, 60, 70, c'était la reine. Ouais. Et pourtant, ce n'est qu'en 76 que le nombre de vélos le nombre de voitures a égalé le nombre de vélos. Avant, il y avait beaucoup plus de vélos que de voitures. Oui. Et donc, quand on regarde les revendications de l'époque, il y a reconstruction urgente des pistes cyclables, étude des besoins, restitution aux piétons et cyclistes des voiries libérées par la mise sous terre des transports en commun. Ils exigent déjà un budget, 1 milliard de francs belges. Donc, je disais que c'est les revendications d'aujourd'hui. Vous en rajouteriez d'autres aujourd'hui, des revendications ? Oui, sans doute que la place de la voiture aujourd'hui n'est pas peut-être assez remise en cause. Elle envahit encore la ville de tous les jours, elle l'asphyxie. Les stationnements, c'est plus possible de faire des aménagements cyclables parce qu'il faut du stationnement. Et donc, voilà, c'est vraiment un problème. Les différents plans bruxellois on avait dit on va diminuer l'importance des voitures, réduire le nombre de voitures dans Bruxelles, et ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Alors Sophie, aujourd'hui, quand il s'agit de proposer un aménagement cyclable, de le mettre en concertation avec les riverains, avec les autorités communales, c'est quoi qui reste le plus compliqué ? Je pense que c'est en effet le stationnement. Je ne suis pas je ne fais pas des plans moi-même, mais je pense que le stationnement et la place de la voiture, c'est vraiment ça qui discute beaucoup quand on veut vraiment aménager une rue et la rendre plus piétonne, plus cyclable, plus vivable en fait. Plus de verre dans la rue, on discute beaucoup en effet sur la place de la voiture. Oui, donc il reste à convaincre les différents intervenants de l'importance aujourd'hui à accorder plus de place, à équilibrer mieux les modes de transport, on va dire ça comme ça. Tout à fait, parce que je pense qu'il n'y a pas que le vélo, il y a aussi le piéton, parce qu'avant tout, automobilistes ou cyclistes, on est tous piétons avant tout. Et rendre vivables nos rues. En fait, nos enfants, ils doivent pouvoir jouer dans les rues. Et ça, pour moi, ça n'a même pas à voir avec une politique cyclable, ça a à voir avec une politique durable de la ville et une vision que Bruxelles est une ville où on vit et que les Bruxellois doivent pouvoir sortir en sécurité. Oui, et pour vous, qui avez bien connu toutes les arcanes des négociations autour de l'implantation des pistes cyclables, aujourd'hui, est-ce que c'est quand même plus facile à défendre ? Oui, c'est plus facile à défendre, effectivement. Je pense que ce sera difficile d'oublier le vélo. Mais ce qu'on me répond très souvent actuellement, c'est « oui, mais beaucoup de cyclistes et de trottinettistes roulent un peu n'importe comment. » Oui, on va avoir l'occasion d'en parler. Ouais. Et donc, Et donc, effectivement, il faut améliorer ces comportements par des formations, par de la communication et ce genre de choses-là. Ouais. Alors, c'est vrai qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup plus d'usagers différents, vous l'avez dit. Il y a les trottinettes, il y a les vélos, il y a les voitures. Bon, ça s'est un petit peu diversifié et ça cause des conflits entre usagers. C'est notamment le cas au Bois de la Cambre où la ville a fait installer des gros rochers finalement pour empêcher les cyclistes d'aller trop vite. Regardez cet extrait de reportage. Ce rocher pèse plusieurs centaines de kilos. Les ouvriers en ont installé une quarantaine dans le Bois de la Cambre ce matin, regroupés à 3 endroits stratégiques. Objectif, forcer les cyclistes à ralentir. On va avec les petits-enfants, avec le chien, et c'est vrai qu'on habite juste à côté, donc on est fréquemment ici. Et c'est vrai qu'il y a certains vélos qui roulent très très vite, notamment des cyclistes qui viennent en groupe, qui font un peu de compétition. Le mois dernier, un enfant a été percuté par un cycliste amateur qui roulait à 50 km/h. Pourtant, le Bois de la Cambre est une zone piétonne. Le constat est immédiat, les cyclistes semblent ralentir. Je pense que c'est une bonne chose si à un moment on a fait le constat que certains roulaient trop vite. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça réduit la vitesse des cyclistes. Mais les avis sont mitigés. Je ne suis pas sûr que ça va solutionner beaucoup de problèmes parce que quand je vois les cyclistes aujourd'hui, du moment qu'ils ont 1 mètre, ils peuvent passer. Hyper mauvaise idée, hyper dangereux. Je ne vois pas l'utilité de mettre ces obstacles.
Alors on le voit, hein, encore beaucoup de réactions hein, quand il s'agit, là en l'occurrence, de ralentir les vélos. C'est un vrai problème aujourd'hui, ça, la cohabitation entre vélos et piétons à certains endroits. Sophie? Ici, il est clair que c'est en effet un vrai problème, mais je pense que le vrai problème, c'est plus la place de la voiture et pas forcément le conflit entre usagers durables ou usagers actifs. Parce que c'est notamment la place qu'on dédie à la voiture qui fait que les autres usagers doivent être sur la même place qui est un peu plus limitée. Oui. Ce n'est pas le cas du bois de la Cambre. Mais on sait en l'occurrence que ça peut être tendu à certains endroits. On pense aux piétonniers notamment. Fait, ouais. On pense à la piste cyclable le long du canal. Les endroits à la piste cyclable de la rue de la Loi. C'est tous des endroits où piétons et cyclistes doivent cohabiter et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile et c'est des aménagements qui ont été faits il y a bien quelques années quand le nombre de cyclistes n'était pas aussi grand. Et donc, en effet, c'est des pistes qui, pour le moment, sont substandards. Mais pour les réaménager, il faut de nouveau mener ce combat le long du canal. Si on supprime le stationnement, ça aurait été facile. Ouais. Alors, vous avez l'impression aujourd'hui que dans ces infrastructures cyclables qui ont été réalisées, certaines sont sous-dimensionnées aujourd'hui ? Oui, ça c'est indéniable. Le cas du canal est un très bel exemple. On pourrait aussi parler de la rue de la Loi qui a toute une histoire, mais qui remonte à 20-30 ans. On peut parler du boulevard Général Jacques aussi. Aussi, où la piste cyclable sur le trottoir est trop étroite aussi. Donc oui, effectivement, on a tendance à faire le minimum pour les cyclistes, parce qu'on veut bien faire quelque chose, mais voilà. Mais qu'idéalement, il faudrait pouvoir y consacrer plus d'espace. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une série qui, idéalement, hein, si on avait les budgets, il y a une série d'infrastructures cyclables qui devraient déjà être améliorées ? Je pense que ce que Bernard a cité, c'est en effet des aménagements qui sont substandards. Je ne vais pas dire qu'il y a trop de cyclistes parce que ça serait dommage de le dire ça, mais ils sont en effet inférieurs aux normes. Voyons la petite ceinture. Je me déplace rarement à la petite ceinture, mais quand je suis sur la petite ceinture, je me dis, c'est quoi tout ce monde-là? Donc voilà, s'il y a de la place, les gens viennent. Et donc, si on augmente la place, il y aura plus de cyclistes. Oui, parce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, que le train est lancé et on ne reviendra pas en arrière en matière de pratique cycliste. C'est ce que vous constatez dans les comptages ? Dans les comptages, on voit en effet que ça augmente depuis 2019. Je ne vois pas pourquoi ça irait descendre maintenant qu'on ait quand même fait beaucoup de travaux. On a une politique positive par rapport au vélo. Je ne pense pas que les gens vont se dire un jour, on ne prend plus notre vélo. Ouais, vous êtes aussi optimiste par rapport à ça, par rapport à la pratique du vélo. C'est vrai que le vélo électrique facilite les choses, hein, même s'il est assez cher à l'achat. C'est plus facile de se déplacer à Bruxelles. Vous avez l'impression que maintenant, il y a une belle route pour l'avenir du vélo ? Il y a en tout cas une belle route, effectivement, une belle cyclostrade qui se met devant nous. Mais enfin, il faut rester prudent. Je pense qu'il faut rester... la place du cycliste doit être défendue encore parce que sinon on pourrait très bien avoir un certain retournement de situation, un retour de balancier. Vous pensez encore. Donc l'association dont vous êtes le président d'honneur, elle a encore sa raison d'être aujourd'hui. Malheureusement. Vous préfériez finalement que ça ne soit même plus discuté ? C'est ce qu'on a souvent dit, que si on pouvait la dissoudre parce qu'il n'y a plus d'objets, ce serait vraiment bien. Oui, et donc effectivement, les associations, est-ce qu'elles vous aident encore finalement, pour persuader à un certain moment de l'intérêt de mener une politique cycliste ? Tout à fait. Je pense qu'en tant qu'administration, on a vraiment besoin des ASBL pour nous aider. Une partie de la politique cyclable passe par les ASBL, que ce soit pour la mise en selle, que ce soit comme Avelo et Fissersbond. Le rôle, c'est vraiment d'être la pierre dans notre chaussure pour nous dire « Ah, là, il y a encore un peu de marge d'amélioration ». Et donc, il y a beaucoup de nouveaux cyclistes. C'est pas l'administration qui est proche des citoyens, c'est plus des ASBL, que ce soit des ASBL cyclistes, mais aussi des ASBL de cohésion sociale et tout ça, qui passent le message du vélo. Et là, le vélo n'est même pas un mode de déplacement, c'est souvent un mode de liberté par rapport à des femmes qui quittent leur quartier et qui découvrent la région. Donc oui, on a besoin des associations. Alors la question qui fâche, une des questions qui fâche Bernard Dehaye, c'est les cyclistes font n'importe quoi, ils ne respectent aucun stop, ils ne respectent pas les feux rouges, etc. Alors
en partie vrai? Il y a beaucoup de chemin à faire dans ce domaine-là? Je me méfie toujours des généralisations, mais effectivement, il faut constater qu'il y a des comportements qui sont dangereux, certainement illégaux, mais en plus dangereux, et qu'il y a peut-être des sanctions à mener, mais certainement aussi de la formation, de l'information. Je pense que là, il y a vraiment... en général, on constate que, et surtout les hommes, pensent qu'ils savent tout, qu'ils savent rouler à vélo. Les femmes sont un peu plus modestes en général, elles sont plus nombreuses dans les formations vélo-trafic. Mais je pense qu'effectivement, ce serait très utile, et peut-être aussi, dans le permis de conduire auto, avoir une sensibilisation à la conduite du vélo, une fois prendre la place, comme on le fait avec les conducteurs de bus de la STIP, prenez une fois notre place et faites-vous frôler par un bus à grande vitesse, vous verrez l'effet que ça fait. Et la prochaine fois, vous vous écarterez un peu plus. La même chose pour les automobilistes. Je pense que quand on a mis son derrière sur une selle dans le trafic, et qu'on a été frôlé par une voiture, ou qu'on a ouvert une portière juste devant soi, ça fait réfléchir quand même. Oui, alors par rapport à ça, on l'avoue, il y a parfois des cyclistes qui, effectivement, vous le dites, ne respectent pas le code de la route. Et il y en a d'autres qui disent, mais moi, pour vraiment me sentir en sécurité, je voudrais des pistes cyclables séparées. Est-ce que ça reste aujourd'hui, vous, un mode d'aménagement que vous essayez de privilégier autant que possible? Sur les grands axes, oui, mais si on met une piste cyclable dans toutes les rues, c'est pas possible. Je pense qu'on a instauré la ville 30 il y a quelques années, et voilà, on a parlé de moments clés qui changent. C'est aussi un moment clé, parce que ça veut dire que le cycliste, en plus des sulles, il peut rouler en plus de sécurité dans les rues et traverser la ville en fait beaucoup plus facilement, sans forcément devoir passer par les grands axes. Les grands axes, c'est pour les grands flux, et là, on a besoin d'aménagements séparés. Oui, ça se divise. Hein. Certains qui disent, oui, c'est pas toujours utile une piste cyclable séparée. Il faut aussi que le cycliste prenne sa place dans le trafic. C'est une option que vous défendez aussi, ça, Bernard Dehaye? Oui, il faut savoir que les grands axes, ce sont les axes les plus pollués. Même si le cycliste absorbe moins de pollution que les automobilistes, ça reste quand même un problème. Et donc, beaucoup des itinéraires cyclables régionaux traversent les quartiers loin de la pollution, mais en mixité souvent avec les automobilistes. Et avec une vitesse réduite à 30, c'est tout à fait faisable. Oui, alors on va parler sécurité dans un instant. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que les plans de circulation qui sont parfois fort contestés sont vraiment importants pour le cycliste. Moi, j'ai eu une rue qui a changé de double sens à un sens. Elle m'a changé la vie. Avec mon fils le matin, je ne me sentais plus en danger. Donc, c'est des choses qui sont contestées souvent, mais elles changent quand même la vie pour les cyclistes. Oui, Dieu sait que ça a été contesté avec le plan Good Move qui avait pour but de réduire cette circulation de transit à certains moments. Vous pensez que ça a fait du mal à la politique cycliste, toutes ces critiques autour du plan Good Move? Ça fait des combats entre usagers et le conflit n'est jamais bon. Donc oui. Oui, il y a eu un recul suite à ça, Bernard Dehaye? Je ne pense pas qu'il y ait eu un recul, mais il y a eu effectivement de l'animosité, moins de courtoisie entre usagers, et donc ça, c'est jamais bon. Alors on va le voir, au niveau sécurité, c'est sûr que les statistiques ne sont pas toujours bonnes. Regardez ce reportage qu'on a réalisé il y a quelques années. C'est la hausse des blessés à vélo qui préoccupe le plus. Du côté des cyclistes, la barre des 1000 blessés a été allègrement franchie l'an dernier. Du jamais vu en 3 ans. Un constat qui s'explique par l'engouement pour la petite reine à Bruxelles. Selon les comptages de ProVélo, on aurait en 2022 300% d'usagers cyclistes en plus qu'en 2010. Et les accidents n'évoluent pas dans la même proportion. Donc finalement, il faut relativiser cette hausse des accidents, même si on doit bien entendu être attentif. Alors Sophie, est-ce que le nombre des accidents, si on le compare avec l'augmentation du nombre de cyclistes, est-ce que ce nombre-là est en baisse ou en hausse? J'ai pas vérifié les derniers chiffres. J'ai regardé dans votre dernier baromètre vélo, vous dites en 2024, 26% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes d'un accident au cours des 2 dernières années. Alors c'est vrai que c'est moins qu'en 2023 ou en 2022, mais ça reste quand même important. Hein. Ça reste important, et chaque personne qui a un accident de la route, qu'il soit cycliste ou automobiliste ou piéton, est regrettable. Mais je pense que ma collègue Camille l'a bien dit dans le reportage, le nombre de cyclistes augmente tellement, donc d'une façon ou d'une autre, c'est logique
que le nombre d'accidents augmente aussi, mais il faut faire en sorte que le pourcentage reste quand même le plus bas possible. Oui, on a vu ces derniers temps, les accidents mortels, c'était plus avec des camions. L'angle mort, aujourd'hui, c'est le plus dangereux pour vous? Au niveau mort, oui. Au niveau décès, c'est la cause principale. Et ça, justement, la ville 30 a justement été favorable dans ce cas-là, parce que les chocs avec les automobilistes à 30 à l'heure sont beaucoup moins mortels qu'à 50. Et donc, oui, on essaie d'ailleurs de mener une campagne pour justement mettre l'accent sur ne dépassez pas un poids lourd qui est devant vous alors qu'il risque de tourner, voilà, de ce genre de choses-là. Et il y a encore des campagnes à mener sur ce sujet-là pour sensibiliser les cyclistes. Alors il y a un dernier sujet qui suscite pas mal de questions, c'est la question du vol de vélos. Les vélos sont plus chers, les vélos sont plus perfectionnés et donc il y a plus de vélos et le nombre de vols augmente. Alors il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en place et il y a aussi la question des assurances. Regardez ce reportage qu'on avait réalisé au Salon du vélo à Bruxelles il y a 2 ans. Les assurances durcissent leurs critères. Certaines d'entre elles n'assurent pas de couverture si le vélo est égaré sur une voie publique au moment du vol. Autre incontournable, le cadenas. Là aussi, pour être couvert, il faut un cadenas homologué. Ici, ce bon cadenas requiert quand même des machines pour les ouvrir. On parle de disqueuses ou de chalumeaux. Donc il faut quand même déjà un certain niveau de voleur, un certain niveau d'équipement. Ça va faire du bruit. Une sécurité qui a un coût, entre 100 et 300 €. Un gros investissement, mais qui peut vite se révéler très rentable. Et pour cause, le prix de certains vélos peut grimper jusqu'à 10 000 €. On a de plus en plus de vélos coûteux, d'autant plus quand vous passez au niveau des cargo bikes ou des vélos porteurs pour les enfants. Ce sont des vélos qui reviennent tout de suite assez chers. Donc il est important de sécuriser son vélo. Les chiffres de vol de vélos électriques à Bruxelles ont doublé entre 2020 et 2022. Les particuliers sont donc de plus en plus prévoyants et beaucoup se tournent vers une assurance. Mais encore une fois, cela a un prix. C'est difficile d'avoir des assurances pour des vélos comme ça et que ça coûte relativement cher. J'ai un gros vélo qui coûte cher et donc du coup tu es obligé de prendre une assurance qui est beaucoup plus chère qu'ailleurs parce qu'à Bruxelles il y a beaucoup de vols. Oui, ben voilà. Qu'est-ce qu'il manque encore? C'est vrai qu'il y a des box vélos qui permettent de parquer son vélo de manière sécurisée, mais les listes d'attente sont énormes. Il en faudrait beaucoup plus. Ça doit passer par là, selon vous? En tout cas, pour la nuit, certainement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas où ranger leur vélo. Et aussi tous les endroits où on sait que le vélo va rester un certain temps. Si on part travailler et qu'on laisse son vélo à la gare, c'est important que le stationnement à la gare soit sécurisé. Si on va passer une soirée au cinéma, c'est important que quand on dépose son vélo, on le retrouve à la fin de la séance. Et c'est le cas par exemple dans le centre-ville avec les grands parkings Bourse et de Brouckère qui sont sécurisés et qui sont surveillés. Et donc voilà, ça c'est une bonne solution, mais il faudra en avoir un peu plus dans toute la ville. Ouais, et donc ça manque en fait, ce type d'infrastructure, d'endroits où on peut... Oui. Ouais. Alors est-ce qu'aujourd'hui on a pris conscience de ça dans le développement des politiques cyclables, de se dire il faut des endroits bien safe, bien sécurisés pour qu'on puisse laisser son vélo en toute confiance? Oui, je pense qu'on en est très conscient. En plus, on a, dans les projets qu'on mène via le secteur associatif, le retour dans certains quartiers, vraiment, voilà, je ne peux pas faire du vélo parce que je n'ai pas de place pour stationner mon vélo et dans mon quartier, je n'ose pas laisser mon vélo la nuit. Donc c'est un réel frein, en fait. Actuellement, ce n'est plus vraiment l'infrastructure qui est un frein pour la politique cyclable, mais c'est le risque du vol. Parce que, en fait, le vol, il est là, on ne va pas le nier. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, donc on ne va pas le nier. Mais la perception du vol, elle est omniprésente dans l'esprit des gens. Voilà. Sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un se fait voler son vélo, pouf, il le publie tout de suite. Et donc, on a l'impression de voir sur la journée uniquement des vols de vélo, tandis qu'il y en a beaucoup plus qui ne se sont pas fait voler. Ouais. Mais ça reste un réel souci, parce que quand on vole le vélo, on vole la vie en fait, de quelqu'un et pas juste un bien. Oui, on voit que les assurances se durcissent, mais installer un box vélo ou trouver des endroits sûrs où on peut laisser le vélo, c'est compliqué aujourd'hui. Ça reste compliqué d'installer un box
box vélo? Oui et non. Les box vélos, c'est souvent sur voirie communale. Et il faut aussi se dire que les box, il y a une limite aux box parce qu'il faut laisser quand même de la place sur l'espace public pour le piéton. Beaucoup de communes ne veulent pas utiliser une place de stationnement pour mettre un box. Et donc, du coup, il y a, à un moment donné, c'est pas l'objectif de mettre des blocs en métal dans toute la ville. Donc, il faut essayer de trouver des locaux plus de quartier pour des commerces à refaire, en fait. Oui, et donc ça c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple, mais voilà. Mais on y travaille avec l'agence du stationnement, on y travaille pour essayer de trouver le plus de solutions possibles. Ben merci en tout cas d'être venu partager votre expérience et bon vent alors à votre association qui a donc encore toute sa nécessité aujourd'hui. Merci Bernard Dehaye, merci Sophie d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.